va ouvrir le bal. Merci surtout merci à vous d'être présents. Merci à Laurent et Maison Commune de m'avoir gentiment invité. Comme j'ai toujours, j'accepte volontiers toutes les invitations. Et c'est toujours un grand plaisir en plus d'être à Paris, pour une fois de donner une conférence dans un bel auditoire. Paris, c'est toujours une ville extraordinaire. On va voir que je crains qu'elle ait ses jours comptés, mais enfin, une ville magnifique, qu'est-ce qu'on mange bien, et que les femmes sont belles. Alors, pour essayer de comprendre qui est dans l'audience, je vais vous poser quelques petites questions. En fait, qui a déjà lu mon livre ici? Ah, quand même. Donc, je vais faire court, 2 tiers. Voilà, bien. Je vais essayer de faire court. Qui c'est qui me suit sur YouTube ou sur Facebook, comme ça? Pareil. Moitié. Ok, pas mal. Qui habite Paris intramuros? Moitié. Ok. Paris banlieue, dans des zones périurbaines, villas, machin. L'autre moitié. Campagne. Suisse. Ok. Très bien. Alors, question plus pour rentrer dans le sujet. Qui ici a déjà des stocks de nourriture chez lui ou alors qui travaille son potager pour avoir de l'autonomie alimentaire? Pas mal. 10-15%. Donc vous avez vu mon livre. Et qui est capable de se défendre, donc qui possède légalement une arme à feu ici, par exemple? Ah, ok. Le public n'est pas filmé. Hein. Non, légalement, vous avez le droit en France. Et qui ici a une grosse partie de sa fortune placée en or ou en argent physique? Mais non, levez pas la main. Vous savez trop bien. Très bien. Alors je vais essayer de faire court d'une part pour ceux qui connaissent déjà un petit peu mon discours, eh bien vous le connaissez, mais pour les autres c'est toujours intéressant d'introduire un petit peu malheureusement les mauvaises nouvelles que parfois je sens beaucoup de responsabilité à toujours apporter les mauvaises nouvelles, donc j'ai toujours ne tirez pas, enfin vos risques et périls, ne tirez pas sur le messager, mais assimiler ces informations, ne les croyez pas, je dis toujours, ne croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire tout le temps, de vérifier les informations, vérifier ce qu'on entend, pour ceux qui ont encore la télévision, s'il y en a encore dans cette salle, j'espère que non, ou qui écoutent les sources des médias officiels, la Pravda. Je crois pas, je crois que si vous êtes ici, vous avez déjà passé un certain cap de votre capacité à être... d'avoir le doute, le doute sain et capable de trouver les bonnes informations. Alors, je dis toujours dans la première partie, j'essaye d'expliquer des données qui sont empiriques, des données qui sont relativement peu discutables. Je suis toujours ouvert à les remettre en question si des nouvelles informations prouvent le contraire. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, je souhaite vraiment me tromper. Je souhaite que toute ma thèse et tout ce que j'explique, tout ce que j'ai écrit soit faux. Malheureusement, j'ai eu quelques petites attaques récemment, mais plus sur des éventuelles fréquentations que j'aurais pu avoir, mais pas sur le contenu, malheureusement pas sur les données brutes. Et les données brutes sont les suivantes. Nous sommes à la convergence de phénomènes lourds qui vont amener à des catastrophes sociétales très importantes. Et ces phénomènes lourds, on pourrait les grouper sous 3 grands ensembles, 3 grands groupes. Le premier, c'est que nous sommes face à, parce que nous sommes 7 milliards, bientôt 8, une croissance finalement démographique très très forte et exponentielle au cours des 2 derniers siècles de développement humain, essentiellement grâce à la médecine, mais surtout grâce aux utilisations des énergies fossiles. Tout ça, nous le savons. Et ces 7, bientôt 8 milliards d'habitants sur la planète ont des habitudes de consommation encouragé par, bien sûr, la société moderne, l'individualisme, qui tend vers le consumérisme, etc., et qui nous amène à des modes de vie qui, d'une part, consomment de plus en plus les matières premières et les ressources naturelles. Matières premières qui commencent de plus en plus à avoir tous passé leur pic, selon les informations que j'ai pu recueillir et observer. Et lorsque l'on parle de la matière, la ressource, qui est fondamentale dans tous les aspects de notre vie moderne,
de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on porte, de tout ce que l'on mange, de tout ce que l'on consomme, c'est bien sûr le pétrole. Et nous remarquons que nous avons atteint ce pic de pétrole. Et les conséquences de la raréfaction inévitable du pétrole bon marché vont avoir des conséquences très très lourdes sur nos modes de vie, et avant cela sur l'éventuelle croissance économique de tout notre système qui ne pourra plus croître. Et nous le voyons, toute la philosophie fondamentale de notre système économique est basée sur la croissance. Le dogme, que je trouve de plus en plus être un dogme religieux dans lequel nous vivons, on pense toujours être dans des sociétés laïques. Que nenni, nous sommes dans des sociétés hyper religieuses. Simplement, ce n'est plus de religions traditionnelles, ce sont des religions avec des dogmes de progrès, des dogmes de la croissance, des dogmes de la croissance infinie. Mais ce n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde où les ressources sont limitées et que nous consommons de plus en plus vite. Parce que, pour ceux qui ont lu mon livre, vous voyez la différence entre exponentielle et linéaire maintenant. Eh bien, cette consommation va nous amener à toucher ces limites de plus en plus vite. Le deuxième gros facteur qui nous amène, à mon avis, inévitablement à une phase de transition qui va être extrêmement dure et pénible, c'est ce que j'appelle l'effondrement écologique. Encore une fois, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais peut-être j'espère avoir bien synthétisé beaucoup d'écrits et d'informations sur le sujet. C'est-à-dire que, également par notre mode de consommation, nous produisons énormément de déchets. Ce déchet peut être sous forme d'ordures, de pollution, de gaz éventuellement à effet de serre. Je suis un peu agnostique sur le sujet, mais je commence à pencher de plus en plus vers le fait qu'effectivement ça a un effet... il y a une année, je ne pensais pas... j'étais plus agnostique que maintenant. Je commence à être croyant sur l'aspect réchauffement climatique dû à l'homme. C'est une évolution, donc quoi, je peux évoluer aussi. Mais tous ces déchets, cette pollution, commencent à détruire de manière de plus en plus proche, parce que jusqu'à présent c'était loin. On parlait de la Guyane tout à l'heure, on parlait moi je connais assez bien, enfin, j'allais dire très très bien l'Afrique, mais enfin il faut être modeste, je connais bien l'Afrique, mais un peu l'Asie, et j'ai vu les effets dévastateurs de la pollution, des déchets qui se déversent, et sur le mode de vie de nombreux peuples, de nombreux pays à travers le monde. Et c'est en train de nous rapprocher, c'est en train de se rapprocher parce que nous utilisons toutes les ressources liées au sol, liées à l'utilisation de l'eau potable, liées à la pêche. Et nous commençons à avoir des niches écologiques qui s'effondrent. Et comme tout est lié, je pense que vous vous en rendez compte, je prends toujours l'exemple pour montrer que c'est lié de la piraterie en Somalie, parce que c'est fascinant. J'ai un ami son métier c'est de protéger les bateaux qui vont de Suez jusqu'à quelque part dans l'océan Indien. Donc il va armé, etc. et il défend les trucs. D'où vient la piraterie? Alors on nous explique, oui, c'est des méchants pirates. Bon. Il faut commencer par Naples. Naples, Camorra, dont une des spécialisées, c'est la gestion des produits toxiques, qui gère une grande partie, à très bas prix, évidemment, l'élimination des produits toxiques des industries européennes notamment. Qu'est-ce qu'ils font avec ces produits toxiques? Ils les mettent dans des bateaux. Ces bateaux, c'est des vieux rafios, souvent c'est des Liberty Ships de la Deuxième Guerre mondiale en fin de vie. Ils les amènent dans un endroit du monde où personne ne regarde, où personne ne sait. Comme ça, comme par hasard, après l'invasion, l'aide humanitaire, l'invasion américaine début des années 90, la Somalie est un pays sans chef, sans gouvernement, en chaos. Qu'est-ce qu'ils font? La Camorra, la mafia donc de Naples, eh bien, ils coulent le bateau au large des côtes. Évidemment, les fûts commencent à fuir. Les côtes sont toxiques, il n'y a plus de poissons, les pêcheurs, ils ont une Kalachnikov, il n'y a plus de poissons, et ils ont un bateau. Et ils font de la piraterie. Et donc ça nous retombe sur la tronche, où maintenant nous finançons par nos budgets, etc., des équipes de lutte contre cette piraterie. C'est un simple exemple pour montrer à quel point toutes les choses sont liées. Et nous sommes en train de payer. Nous avons caché sous le tapis toute cette problématique, parce que c'était loin. Mais maintenant, ça nous retombe dessus. Et je pense que nous voyons de plus en plus cet effondrement de niches écologiques qui devient de plus en plus vaste, de plus en plus dangereux. Et là-dessus, effectivement, nous allons devoir ajouter les effets néfastes de changement climatique, qui commencent à se rapprocher également. Alors, je ne sais pas si on va avoir des réchauffements, des refroidissements, mais on commence à voir des patterns,
statistiquement des changements importants dans les pluies, dans les sécheresses à travers le monde. Et lorsque vous avez des pays, au hasard l'Égypte, au hasard le Pakistan, où vous avez presque une centaine de millions d'habitants dans chaque pays qui dépendent par exemple de l'eau d'une rivière, le Nil pour l'Égypte, l'Indus pour le Pakistan, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils se battent pour les glaciers de l'île de Kouch dans le Cachemire, eh bien, vous vous rendez compte que s'il y a un problème de fluctuation de pluviométrie assez important, comment est-ce qu'ils font leur récolte? Et pour l'Égypte d'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont importer, puisqu'ils importent 95% de leur nourriture, avec du pétrole qui devient de plus en plus cher par bateau, etc. Il faut savoir que 100% du transport maritime est propulsé par le pétrole. Ce n'est pas du solaire, ni de l'éolienne, ni des énergies alternatives. C'est du pétrole. Je crois que c'est 94% du transport global qui est de toute façon basé sur du pétrole. Le reste, c'est des trains, etc. Bref, vous voyez l'emboîtement qui commence entre les différents phénomènes. Donc, effondrement par manque de ressources. Structurellement, économiquement, on ne va pas pouvoir tenir avec la structure actuelle sans ressources. D'un autre côté, effondrement par niche écologique et par effet induit de ces effondrements, manque d'eau potable, manque d'eau pour les cultures, appauvrissement des sols, baisse de la productivité par hectare dans le monde de plus en plus forte. Et troisième élément fondamental de cette convergence de facteurs lourds, ça c'est notre petite création à nous, comme des grands, comme des petits humains évolués, c'est tout l'aspect financier de la dette. Nous avons créé en réalité depuis 30 ans une économie, en tout cas en Occident, qui s'est d'une part totalement désindustrialisée et qui a exporté pour des profits à court terme, évidemment, toute notre structure, notre savoir-faire industriel, qui était quand même basé sur plus que 200 ans de révolution industrielle, mais même sur l'artisanat de base qui est ancestral. Nous l'avons exporté de plus en plus. Alors bien sûr, ça fait plaisir à l'Inde, à la Chine, à la Roumanie, etc. C'est des pays qui aiment bien d'ailleurs. Mais enfin, ça ne fait pas du bien au Creusot, à Saint-Nazaire et dans les industries lourdes qu'il y avait traditionnellement ici. Et ça fait des gens au chômeurs qui, de toute façon, maintenant, sont à notre coût, puisque nous payons le coût social de cette désindustrialisation. Donc il y a effectivement cet aspect à court terme de ce que j'appelle du socialisme, c'est encore pire que le socialisme pour les pauvres, c'est le socialisme pour les riches, finalement cette fameuse phrase de privatiser les profits et de socialiser les pertes. Et nous avons désindustrialisé nos pays occidentaux. Et là-dessus, nous avons remplacé la perte de PNB par du service. Alors au début, vous vous souvenez, Thatcher, Reagan, etc., même Mitterrand, grand libéral, eh bien voilà, il fallait du service, parce que le service c'est bien, on va se couper les cheveux les uns les autres. Bon, moi je ne suis pas un bon client, non plus je crois, mais enfin, si. Et moi il ne pose pas. Donc voilà, qui coupe le cheveu à l'autre, qui lave la voiture à l'autre, qui fait du service dans les entreprises. L'autre jour, je me baladais à 4h du matin à Paris pour sentir un peu la ville, pour voir qui c'est qui bosse le matin. C'est très intéressant, on va peut-être en reparler. Et bon, on voyait, voilà, c'est ça le service. Je te nettoie ta bagnole, je te nettoie tes bâtiments, etc. Il y a une utilité, certes, mais il n'y a pas une immense création de richesse. Et tout ça, c'est basé sur le fait que la société est à la fois riche et il y a des flux d'énergie. Là aussi, on commence à se lire. Et cette économie des services, elle s'est en fait créée, et on se rend compte maintenant, c'était moins évident à l'époque, par la dette. Nous sommes hyper endettés à titre privé, à titre d'entreprise, à titre du système financier et à titre national et de l'État, pour pouvoir continuer à avoir de la paix sociale et de la croissance économique. Cette dette, elle commence à devenir gigantesque, surtout dans la plus grande économie mondiale, qui est encore les États-Unis, et ensuite dans les plus modestes économies européennes, enfin tout de même qui dans leur ensemble pèsent aussi pour une économie assez importante dans leur ensemble dans le monde. Et on commence à découvrir que même des pays comme la Chine, si au niveau national n'ont pas beaucoup de dettes, au niveau des régions et des collectivités urbaines ont également de la dette. Et on se rend compte que finalement le monde entier est en train de croître à crédit, et que ce crédit, il faut le payer maintenant. Il faut payer les intérêts et le principal. Et ça ne va pas être possible, parce qu'il n'y aura pas de croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour gagner du temps, on imprime de la monnaie. Alors pour ça, vous connaissez sans doute Pierre Jovanovic, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup
illuminé dans ses émissions de radio, par exemple. Mais clairement, il commence à y avoir beaucoup d'experts qui tirent la sonnette d'alarme, peu de journalistes, mais beaucoup d'experts qui commencent à dire là, on est en train d'aller vers l'effondrement du système financier. Effondrement du système financier qui reste, puisqu'on est dans une économie de service, qui est l'essentiel de notre économie aujourd'hui. Et donc, bien que ce soit artificiel, c'est quand même ce qui nous permet d'avoir des salaires, des comptes en banque, etc. Il y aurait des solutions, comme il y aurait des solutions aux autres problèmes que j'ai cités. Mais là, nous faisons face aussi à des élites économiques, politiques, qui, soit par déni, soit par ignorance, soit par incompétence, ou les trois, ne veulent pas prendre des mesures, ne prennent pas de mesures. Et quel politicien pourrait être élu sur un programme de hyper-austérité, pas comme celle qu'il y a maintenant, mais quelque chose qui se rapproche plus de ce que vivent les Grecs depuis 2 ans, ou pire. Personne ne va se faire élire. Donc, et c'est probablement un débat qu'on va avoir ce soir sur l'importance ou pas, ou l'utilité ou pas, ou l'impact de la politique dans ces éléments très lourds qui sont en train de nous rattraper. Et je pense que nous voyons en ce moment que nous sommes en fait en guerre. Nous sommes en guerre depuis de nombreuses années entre, et c'est à la fois paradoxal parce que nous sommes en guerre et en même temps nous sommes alliés avec les États-Unis. Et je pense que la raison pour laquelle l'euro est en train de s'effondrer, et la zone euro est en train de, par force centrifuge, va exploser à un moment, hein, c'est difficile de dire si c'est dans 3 mois, si c'est dans 1 an, mais je pense qu'à la fois nous sommes les harkis des États-Unis de plus en plus, mais en plus d'être leurs vassals, ils sont en train de nous tuer économiquement pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir survivre un peu plus avec leur dollar, qui est l'élément vital de tout leur système économique, puisqu'ils arrivent à s'endetter à des taux extrêmement faibles, parce que c'est une monnaie de réserve avec laquelle ils peuvent encore acheter du pétrole jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, la Chine commence à acheter du pétrole en yuan. C'est un élément fondamental qui a changé là, ces derniers mois. Et puis, ils peuvent, par le biais de la réserve fédérale, qui, je vous rappelle, n'est ni une banque, ni une réserve, ni fédérale, c'est une banque privée qui appartient à un consortium de banques, Morgan Stanley, Lazard, Rothschild, etc. Bon, et qui peut imprimer à volonté de la monnaie. C'est un super moyen pour s'enrichir. Vous imprimez de l'argent, vous prenez un bout de papier, vous écrivez $1 trilliard dessus, ça vaut $1 trilliard. Et là-dessus, vous touchez des intérêts. C'est extraordinaire comme système comme martingale. C'est mieux que le casino. Et ce système est en train va exploser. Et donc, ils préfèrent que ce soit l'Europe qui explose avant. Après tout, les supplétifs, les harkis sont là pour être sacrifiés, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. On devrait s'en souvenir. Et donc, ça, c'est l'élément qui est le troisième élément lourd. Et on le sait tous, lorsque l'on voit la dette, par exemple, des États-Unis, qu'aujourd'hui, rien que pour l'État fédéral est de 16 trilliards. Donc, 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Et donc, 1 trilliard, si on amoncelle des billets de $100 les uns après l'autre, ça fait une pile de 100 km. Okay. C'est juste inimaginable pour l'esprit humain. C'est pour ça que personne ne remarque, même quand la Banque Centrale Européenne dit on va imprimer de manière illimitée pour soutenir les banques. On soutient les banques, hein, pas les gens qui ont la peine à se finir le mois, bien sûr. Donc, c'est des chiffres tellement gigantesques que ça ne nous choque même plus, on rigolerait presque. Mais on va devoir le payer, ça. On va le payer avec nos impôts, on va le payer avec les chômages, on va le payer avec... D'ailleurs, le pire, c'est qu'on va faire d'austérité qui en plus, ne va pas amener de la croissance. Et déjà aujourd'hui, nous sommes en récession. Il ne faut pas croire les chiffres magouillés qu'on vous donne. On vous donne, oui, on est à 0,1% de croissance. On est à -2, -3, -4. Et on nous dit, non, mais il n'y a pas d'inflation. C'est vrai que l'inflation, elle est relativement faible. Je suis très étonné, mais c'est parce que l'argent ne finit pas dans les circuits économiques. Il tourne entre les banques et les banques centrales pour essayer de nettoyer leur bilan. Enfin, la dette s'accumule. Et nous n'avons pas la capacité de payer cette dette, à moins d'avoir de la croissance. Et c'est ça la clé du jeu. On va faire de la croissance future pour pouvoir payer nos dettes. Et oui, mais il n'y aura plus de croissance. Parce qu'il y a l'effondrement écologique, il y a l'effondrement de tout ce qui va permettre de soutenir la population dense et dans un système complexe dont on reparlera. Et puis, il n'y aura plus les ressources naturelles pour permettre cette croissance. Même l'économie verte, on va remplacer les centrales nucléaires ou le pétrole par la production électrique. Mais
combien de millions d'éoliennes vous allez mettre en place et où. Et qui va trouver les matières premières pour les fabriquer. Et même dans une économie sans pétrole, qui c'est qui va forger les axes en titane des éoliennes avec quoi? Avec du feu de bois, avec on arrive aussi à des problèmes physiques de substituabilité. On ne peut pas le substituer. On va devoir changer le monde. Et ce changement, on va soit l'accepter, soit le subir. Vous êtes 200 ici ce soir, dehors. Il y a 20 000 lecteurs de mon livre. Si on rajoute les gens qui sont un peu dans la même mouvance, allez, on peut quadrupler. Peut-être qu'il y a 100 000 personnes en France qui sont conscientes du problème, vraiment, et qui bougent, qui font quelque chose. Bon, les 60 millions autres, ça va mal se passer, on va subir cette transition. Et donc, pour moi, il est inévitable que nous arrivions à un effondrement. Alors maintenant, un effondrement, ça peut bien se passer. Si vous êtes japonais et que vous avez un tsunami qui vous arrive sur la tronche, bon, vous avez des morts, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu de la destruction physique, mais vous êtes dans une culture disciplinée, certes consumériste, mais disciplinée, et pour plein de raisons socio-économiques, ethno-historiques, etc., bah, vous vous remettez au travail, vous redémarrez, ce sera plus dur, etc. La première grande question qu'on doit se poser, et c'est là où commence ma thèse, jusqu'à présent, je pense avoir énoncé des faits qui sont chiffrés dans mon livre, mais que vous pouvez vérifier, trouver par vous-même relativement facilement en ligne ou ailleurs. Eh bien, la première question, c'est comment vont réagir nos sociétés consuméristes occidentales, pour être vastes, mais en ce qui nous concerne, françaises et parisiennes. Moi, je crains, c'est là où les gens pensent que je suis pessimiste, mais je crains d'être vraiment réaliste, c'est que parce que nous sommes dans une culture, dans un monde qui est devenu hyper individualiste, basé uniquement sur la consommation, le paraître, et au fond, la notion d'avoir tout de suite, qui est également due au crédit, mais qui est aussi basée sur une éducation libertaire. Et moi-même, je suis très attaché à la liberté, mais j'ai des enfants, et je sais à quel point il faut être strict et dur avec eux pour qu'ils soient raisonnables plus tard. Et c'est parfois cruel, mais c'est la facilité, c'est comme dans toute chose. Lorsque c'est facile, voilà, on suit le chemin avec le moins de résistance, eh bien, malheureusement, le résultat, c'est souvent la catastrophe. Et nous sommes dans des sociétés qui, à mon avis, sont collectivement incapables d'avoir de l'empathie les uns vers les autres. Et le résultat du manque d'empathie en cas de crise, par définition, c'est de devenir psychopathe. Et je crains que de sociétés, et je développe ça assez en longueur dans mon livre, de sociétés où nous sommes collectivement en psychopathe et en déprime, nous risquons très très fortement de tomber dans la violence le jour où on va nous retirer ce qui nous permet de vivre dans la manière dont nous sommes habitués. Confort, transport, chaleur l'hiver et nourriture. Nourriture parce qu'elle ne pousse pas dans les supermarchés. La nourriture elle est acheminée par pétrole, par camion, par toute une chaîne de transport juste à temps, just in time, en flux tendu, sans stock. Et le jour où ça tombe, et il faut espérer que ça ne tombe pas en 24 heures, et qu'on ait le temps de se retourner, le temps de nous préparer, si cela devait arriver, comment est-ce qu'on continuerait dans une ville comme Paris, 12 millions d'habitants, ça va être très très dur. Et ça va vite devenir très violent. Alors, la deuxième grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plein de solutions. Nous pouvons militer, vous pouvez faire de la politique, vous pouvez changer le monde, petit à petit, mais est-ce qu'on en a le temps? D'autres me parlent de technologie. Certes, on peut économiser des ressources, les recycler, trouver des nouvelles applications. Je suis beaucoup plus sceptique quant aux nouvelles sources d'énergie. L'énergie, il n'y en a pas beaucoup comme source. Ensuite, est-ce qu'une solution technologique peut être appliquée de manière industrielle à, par exemple, 1 milliard de voitures dans le monde en quelques années? Et moi, je crains que l'effondrement, qui, à mon avis, a déjà commencé sous plusieurs phases, on voit, par exemple, que les tambours de la guerre sont en train de battre à travers le monde. Parce que la guerre, c'est une super solution pour se sortir de ces emmerdes. Ça focalise les populations, on montre un ennemi
inventé ou pas, on s'en fout. On voit en ce moment à quel point ça... On sent bien qu'il y a des gens qui aiment bien remuer la merde en ce moment avec les dessins, les machins, tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de la merde, mais on aime bien la remuer. Ne me méprenez pas non plus, hein, par rapport à ce que tu as dit. Ah bref, on en discutera. Mais on sent bien qu'il y a de la manipulation dans l'air depuis de nombreuses années. Kadhafi, c'était notre copain, puis d'un coup, ah non, attention, il fallait lui prendre son pétrole. Pareil pour Saddam Hussein avant, etc., etc. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années. C'est pas Mugabe au Zimbabwe qu'on va emmerder. C'est là où il y a le pétrole. Et ce, depuis les années 80, si vous regardez l'histoire longue. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors ça peut précipiter l'effondrement, ça peut le ralentir, ça peut nous précipiter dans des choses bien plus horribles que simplement un effondrement économique. Difficile à dire, et je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas. Mais je crains, je pense, je le sens au fond de moi-même, vous pouvez avoir une opinion différente, ça va très bien, que nous avons au maximum une dizaine d'années pour faire cette transition, tant au niveau personnel que éventuellement politique et certainement économique, au mieux. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que si vous comptez sur les autres pour vous en sortir, vous risquez d'être déçus. Si vous attendez que les politiciens, la classe politique, on va dire, qui dirige votre pays, alors pardonnez-moi en tant que Suisse de dire des méchancetés sur la France, excusez-moi d'avance. Enfin, la classe politique que vous avez en France, enfin la nôtre n'est pas meilleure, mais la classe politique que vous avez en France depuis 40 ans, qui est au pouvoir en tout cas, je crains qu'elle ne soit pas excessivement bienveillante envers vous, ni qu'elle n'en a rien à foutre, pour être très cru et clair. Ensuite, j'espère me tromper, et certainement je généralise, donc excusez-moi si vous nous entendez, que vous êtes quelqu'un d'honnête et intègre, et que vous croyez vraiment dans le bien commun. En tout cas, le constat que je fais de l'extérieur, malheureusement, il est plutôt négatif. Et donc, plutôt qu'attendre que ce soit les autres qui viennent vous sortir et que vous soyez tout le temps dans une approche d'assister, ce qui est assez indigne pour l'être humain d'ailleurs, d'être assisté. Pour les enfants, ça va. On a ici un très jeune auditeur dans la salle, mais lorsque vous êtes bébé, c'est normal, vous avez besoin de votre biberon. Lorsque vous avez 40 ans, le biberon, il faut que ça s'arrête. La maman, elle n'est plus là. Vous avez des hommes libres ou vous êtes des assistés à vie, multigénérationnels. Les mecs, il faut se réveiller ici, hein, dans ce pays. C'est un peu l'Union soviétique parfois. Il faut être digne, il faut être droit. Et vous avez une histoire, une grande histoire en France. Vous avez un génie dans ce pays. Mais ça va revenir seulement si vous travaillez sur vous-même. D'abord dans votre tête, et ensuite dans ce que vous pouvez faire au quotidien. Mais là, moi, pour ceux qui ont lu mon livre, vous connaissez mes solutions. Je ne veux pas venir vous dire, voilà, il faut agir local et penser global, etc., etc. Oui, oui, tout ça c'est très bien. Se tenir par la main, sourire, et on va tous y arriver ensemble. Ouais, c'est bien. Mais il faut commencer par soi-même. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est l'idée de... Enfin, ça va faire 20 minutes. C'est l'idée de s'enraciner. Je ne crois pas qu'on va pouvoir s'en sortir en se baladant, peut-être pas comme moi, en prenant des avions, aller aux conférences dans tous les sens. Il y a un moment où il faut s'enraciner. En même temps, c'est ce que j'explique dans le livre. J'ai moi-même tout vendu, j'ai tout plaqué, j'ai acheté une ferme, que je travaille en permaculture. C'est très dur, hein, je vous assure, de passer de 4 sucres dans une multinationale à QTE, c'est super dur. Mais c'est génial, les enfants ils adorent, ils jouent avec les animaux, ils apprennent les plantes, ils bouffent des trucs qu'ils ne devraient pas bouffer. C'est quand même assez fun. Et pour ça, en fait, j'ai catégorisé en 7 éléments fondamentaux qui vous permettent de développer ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle, j'ai trouvé ce livre qui est génial, que j'avais lu il y a quelques années, il m'a dit, donc ce livre G5G, il parle du concept de base autonome durable. L'idée c'est qu'une base, vous êtes fixe, autonome, vous êtes autonome, mais dans la durée. Et donc, la crise vous touchera moins, la crise déjà économique. On n'est pas obligé d'attendre l'effondrement total ou la fin du monde. J'y crois pas, c'est pas la fin du monde qu'on va avoir, mais c'est la fin de notre monde. Et donc, si vous êtes enraciné, si vous avez de l'autonomie, si vous pouvez l'avoir de manière durable, vous pouvez vous en sortir. Mais pour ça, il faut 7 éléments. Alors là aussi, certains me disent, bah, t'as pas inventé l'eau chaude. Ouais, mais n'empêche que, voilà, je les ai cités. Il y a l'eau. Donc, autonomie et dans la durée pour votre eau.
pour la nourriture, pour l'hygiène, la santé, pour l'énergie, pour la connaissance. Ça, c'est ce qui est fondamental dans la vie. Les besoins primaires de chaque individu, l'eau, la nourriture, pouvoir se soigner, être en bonne santé, c'est lié. Hein. Si vous êtes de la bonne nourriture, de bonne qualité, vous allez plutôt être de bonne santé, etc. Sans excès. Hein. Et ensuite, l'énergie, ça c'est le luxe. L'eau chaude, c'est le luxe. L'électricité, c'est le luxe. C'est pas la Ferrari, c'est pas le Falcon. C'est l'eau chaude. Le chauffage l'hiver. Ça, c'est le luxe. Et ce sera le luxe du monde de demain. Et puis la connaissance. Ça, souvent, quand j'interviewe les journalistes ils disent, mais il est où le bunker? Pourquoi vous parlez de connaissance, de culture? C'est pas un mec facho, j'ai lu... non, culture, connaissance, c'est fondamental. Parce que nos civilisations, quelles qu'elles soient, elles ont besoin de transmettre aux générations futures ce qui fait ce qui a créé notre philosophie, notre savoir, nos compétences. Plus prosaïquement, tous les jours, c'est si cette crise est longue, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? Peut-être qu'il n'y aura plus l'éducation nationale à l'État. C'est pas moi qui l'ai dit. Quelqu'un a dit des éducations nationales. Bref, nous allons probablement devoir réorganiser tout cela à l'échelle beaucoup plus petite. Donc, par exemple, des manuels scolaires. Moi, j'ai pris plein de manuels scolaires de plein de pays différents pour apprendre à mes enfants l'italien, l'anglais, pour moi-même apprendre le russe, le chinois. On ne sait pas qui va venir nous aider. Bon, l'anglais, c'est bon, je maîtrise, etc., etc. Le latin, des choses fondamentales. Et ça, c'est ce qui fait la réussite. Mais là, j'en ai dit 5 sur les 7. Les 2 suivants sont fondamentaux. Et le 6e, c'est la défense. C'est que pas tout le monde va être une fourmi, il y aura beaucoup de cigales. Et certaines cigales vont devenir agressives. Elles vont trouver injuste que vous ayez travaillé et que vous soyez préparé. Ou simplement, certaines vont simplement être des prédateurs, parce que voilà, c'est comme ça. Donc il va falloir vous défendre. Et c'est vrai que venant de culture suisse, souvent je choque un peu en France, parce que les gens disent, mais quand même, on doit s'entraider, fraternité, tout ça. Ouais. Fraternité, mais quand tu te prends un mur dans la gueule, c'est pas très sympa. Donc tu te défends. D'abord, tu évites de t'en prendre un, tu évites d'être là où on t'en donne. Et si on t'en donne un, tu réponds au centuple, à l'israélienne. Ça, j'aime bien ça. Et c'est un truc que j'aime. Je suis assez admiratif d'Israël, mais pour plein de raisons. Enfin bon, je sais que ça va choquer certains de mes amis, mais ouais. Savoir se défendre. Savoir se défendre de manière passive, savoir se défendre de manière... Et ça, c'est un truc, en Suisse, on est très très avancé là-dedans. Vous l'avez oublié, vous étiez très fort maintenant. Et nous, on s'accroche comme on peut sur cet aspect-là que le citoyen soit responsable du bien commun par la défense de sa famille et du groupe. Ça, c'est fondamental. Mais ensuite, le plus important, c'est le 7e point. Sans celui-ci, ça va pas marcher, c'est le lien social. Nous allons devoir recréer, reconstruire le lien social entre membres de la même famille, déjà. Ça va déjà pas être facile. Ensuite, entre voisins, entre communautés. Et c'est là où ça peut être extraordinaire. C'est que si on y arrive, là, on peut étendre cette idée d'autonomie, cette idée de résilience à plus que nous-mêmes. Donc ce n'est pas une approche égoïste, ce n'est pas une approche individualiste du tout. Des gens qui n'ont pas compris, ou peut-être j'ai mal expliqué dans le mais ce n'est pas du tout une approche individualiste. Au contraire, il va falloir se lier aux autres, c'est les faire créer des relations mutuellement dépendantes. On va recréer le village, mais ce village, il peut être au niveau d'une vallée, d'une région, il peut même redevenir un pays. Personnellement, moi, mon plus grand souhait, c'est, puisque je suis un patriote suisse, c'est que mon pays, la Suisse, soit une grande base autonome durable. Je pense qu'on peut y arriver. C'est pas évident, parce qu'on est 8 millions maintenant. C'est rien, hein, c'est à peine Paris, mais on était 4 quand je suis arrivé en Suisse, quand j'étais gamin. Donc il va falloir les nourrir, il va falloir... ça va être facile, mais on peut y arriver. Et donc c'est une approche qui à la fin arrive au collectif. Et je suis fasciné par le nombre de gens qui ont lu mon livre, qui m'écrivent, qui me disent « Moi aussi je me mets en marche maintenant ». Et je vois beaucoup d'entre vous qui disent « J'ai un potager ou j'ai des stocks de nourriture ». C'est extraordinaire, bravo, continuez, travaillez. Parce que c'est ça qui va vous permettre déjà de mitiger. Parce que celui qui est prêt, il ne va déjà pas paniquer, il ne va déjà pas agresser les autres. Donc déjà vous avez des chances de ne pas devenir des agresseurs. Les agresseurs, ils vont mal finir. Hein, parce qu'un jour, ils tombent sur un mec comme moi prêt, qui vous explique ce que ça coûte de devenir l'agressé dans sa ferme.
Je ne suis pas tout seul, on est 10. On est armé jusqu'aux dents pour pas venir. Ou alors gentiment, ça on vous accueille avec plaisir. Mais, et avec beaucoup d'hospitalité, j'espère. Mais voilà, donc, j'attends beaucoup de questions parce que je voulais faire vraiment très très court pour provoquer aussi des questions, etc. Donc ça, je suis heureux que vous ayez beaucoup ici lu le livre parce que ça m'inspire d'avoir des questions qui vont plus loin que simplement, je n'ai pas très bien compris, c'est quel panneau solaire vous devez mettre. Et donc de pouvoir aller, ou alors, qu'est-ce que vous pensez de... C'est quoi le truc qui m'énerve? Les gaz de schiste. Il y aura encore du gaz pendant 3000 ans. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà, d'aller un peu plus loin et probablement de parler de ce qui peut peut-être soit nous opposer, mais à mon avis, plus nous réunir dans le projet de comment est-ce qu'on va travailler collectivement pour réussir à s'en sortir. On ne va pas tous s'en sortir, mais comment le maximum d'entre nous peut s'en sortir. Et encore une fois, c'est votre responsabilité. Il n'y a plus maman. Vous êtes responsable de vous-même, c'est à vous de vous en sortir. Merci. Pierrot et moi sommes censés parler de la même chose ce soir. Et pour le coup, vous risquez d'avoir des éclairages quelque peu différents. Vous entendrez certainement des différences entre nous. On aura d'ailleurs l'occasion de débattre, peut-être, en deuxième partie de soirée. Et je vais donc revenir sur un certain nombre de points qui ont été abordés par Pierrot San Giorgio et approfondir les points qui ne me semblent plus les plus importants. Avant cela, d'abord, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter parce que les ancêtres des ancêtres de vos ancêtres ont passé la première grande extinction, celle qui a eu lieu il y a 500 millions d'années, au Cambrien. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les ancêtres de vos ancêtres ont passé cette première grande extinction il y a 500 millions d'années. Je voudrais vous féliciter aussi parce que les ancêtres de vos ancêtres ont aussi passé la deuxième grande extinction, celle qui a eu lieu en 433, celle de l'Ordocénien. Elles ont passé aussi la grande extinction du Dévonien, qui a eu lieu il y a 365 millions d'années, et qui a fait disparaître près de 70% de la population vivante de la planète. Je vous félicite aussi parce que les ancêtres de vos ancêtres ont passé la quatrième grande extinction, celle du Permien, il y a 245 millions d'années, qui a abouti à la disparition de 95% des formes de vie maritimes et de plus de 70% des formes de vie terrestres. Je continue à vous féliciter parce que les ancêtres de vos ancêtres ont passé la grande extinction du Trias, il y a 200 millions d'années, qui a abouti à l'extinction de 75% des formes de vie océaniques et 35% des formes de vie terrestres. Puis celle du Crétacé, il y a 65 millions d'années, donc que vous connaissez tous à cause des dinosaures, qui a abouti à la disparition de près de 50% des formes de vie terrestres et maritimes. Nous sommes, depuis près de 10 000 ans, dans une nouvelle ère qu'on appelle l'Holocène. C'est l'ère des hommes, et nous sommes dans cette ère, aujourd'hui, là, parce que nos ancêtres ont passé le cap, non seulement de toutes ces grandes extinctions, mais aussi de toutes les contraintes. Ils ont passé le cap des famines, des maladies, de la violence, de la prédation. Ils ont su anticiper les hivers, ils ont su faire des provisions, ils ont su se défendre, et quelles que soient les formes de vie qui vous ont précédé, que vous vous attachiez ou non à l'évolutionnisme, c'est mon cas en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous présentez un certain nombre de qualités. Ces qualités, sans jugement moral, ce sont des particularités parfois surprenantes, mais ces particularités ont permis à vos ancêtres de passer le cap de toutes ces grandes extinctions depuis la nuit des temps. Les grandes migrations, les grandes invasions, les guerres, etc., pour arriver aujourd'hui au fait que vous soyez assis dans ce fauteuil. Et si vous êtes assis dans ce fauteuil, c'est précisément parce que vous êtes certainement les vecteurs de ces qualités, de ces particularités. Comme je le disais tout de suite, ces particularités ne sont pas des qualités morales. Ce sont tout simplement des particularités qui vous ont rendu plus adaptés, d'un point de vue darwinien, plus adaptés à l'environnement et aux contraintes environnementales que vous avez subies, qu'ont subies vos ancêtres.
Toute la question, et une des questions de ce soir, sera de savoir si ces qualités nous ont préparés à ce que nous allons vivre dans les prochaines années. En effet, nous sommes au cœur des années décisives. Nous arrivons à la fin d'un certain nombre au moment, je dirais, où un certain nombre de faisceaux, de lignes de convergence catastrophique se rassemblent. Ces lignes de convergence catastrophique, Piero San Giorgio en a évoqué quelques-unes. Il a parlé de la ligne économique, il a parlé d'un effondrement économique, il a anticipé et il a évoqué la question de la crise écologique. Je voudrais y revenir un petit peu parce qu'il se trouve que j'ai fait mes premières armes de militant en démontant du matériel de chantier d'autoroute et en campant dans des arbres pour éviter qu'on les coupe. C'était mes premières formes d'engagement. Et donc la question de la crise écologique est une question qui m'a taraudé très tôt. La crise écologique, c'est pas simplement celle de la pollution. La crise écologique, c'est une crise relationnelle. C'est la crise relationnelle entre la civilisation humaine, les cultures humaines, l'humanité sous toutes ses formes et les autres formes de vie qui peuplent cette planète. Cette crise écologique est une crise sanitaire, c'est une crise de notre mode de relation avec ces modes de vie, c'est une crise de la déstructuration des écosystèmes, c'est une crise de la perte de biodiversité. Vous avez tous entendu parler des problèmes de biodiversité, sauf qu'en écologie, la biodiversité est avant tout une biocomplexité. Vous allez me dire pourquoi il nous parle de ça. Parce qu'en écologie, on apprend une chose, en écologie scientifique, on apprend que la vie, la biodiversité est une diversité organisée. C'est pas parce que vous mettez une peau de banane, un paquet de cigarettes et une casquette dans un sac en plastique que vous avez de la biodiversité. La diversité du vivant, elle est structurée. Et on va voir ensemble, un petit peu plus tard, que ce à quoi nous assistons, lorsque nous parlons de perte de biodiversité, la première étape de cette perte de diversité, c'est la perte des structures. C'est la désorganisation du vivant. Cette désorganisation du vivant, cette négation des formes d'organisation du vivant est au cœur non seulement de l'idéologie, mais de l'économie aujourd'hui. Et cette perte de diversité a pour source la perte d'organisation, la perte de complexité. Edgar Morin, Complexus, ce qui est tissé ensemble. Donc, pour en revenir à mon sujet, cette perte de diversité, cette perte de forme d'organisation, cette perte de diversité dans les écosystèmes, tout cela forme effectivement le cadre de ce qu'on peut considérer comme étant effectivement une crise écologique. Une des caractéristiques de cette crise écologique, qui est directement liée à la crise économique elle-même, c'est la mise en ressources, la chosification de l'ensemble des formes de vie sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre culture, certains ont essayé de faire la généalogie de ce système de pensée et sont parfois remontés jusqu'à l'Ancien Testament, croissez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Cette culture, notre culture, nous a amené à développer une forme de civilisation qui a tendance à considérer l'ensemble des formes de vie sur cette planète, ces formes de vie dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous chauffer, mais pour nos symboles aussi. Eh bien, nous a fait considérer ces autres formes de vie sur Terre comme des ressources. Qu'est-ce qu'une ressource? La particularité d'une ressource, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur propre, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Elle n'a qu'une valeur d'utilité. C'est un peu comme une bobine posée sur une table qui attend qu'on la déroule, qu'on en déroule le fil. Une ressource n'a qu'une valeur d'utilité. La perception de l'ensemble de la vie sur Terre, de l'ensemble de la vie autour de nous, comme une ressource, c'est-à-dire finalement comme un carburant ou un comburant nécessaire au fonctionnement des sociétés humaines, est la manifestation, selon moi, la plus évidente, la plus nette, de la crise profonde que nous traversons, et surtout la preuve et la démonstration que cette crise n'est pas simplement une crise économique, qu'elle n'est pas une crise de moyens. Piero a abordé cette question à l'instant, mais qu'elle est aussi une crise du sens. La deuxième crise que nous rencontrons, c'est bien évidemment une crise économique. Là encore, on pourrait évoquer, je vous invite à lire les ouvrages de Michel Drac, j'espère qu'il y en a en vente ce soir, François Saint
et la maison d'édition Retour aux sources a amené un certain nombre de livres. J'espère que vous pourrez trouver ceux notamment de Michel Drac, qui a beaucoup travaillé de façon très intelligente sur cette question. Cette crise économique est en fait fondamentalement la fin d'une bulle. Cette bulle, c'est la bulle d'un système qui s'est construit sur les mensonges. Le mensonge, c'est la dette. C'est une pyramide de Ponzi. Vous voyez ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi? Qu'est-ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi? Oui, quand même. Eh bien, c'est une pyramide de Ponzi, et une pyramide de Ponzi, ça fonctionne tant que vous trouvez quelqu'un après vous qui est capable de remettre le pot. Et le jour où il y a un problème de confiance, c'est-à-dire le jour où on commence à parler et à se dire, mais tiens, mais au fait, qu'est-ce qu'on achète avec ça? Et ces 16 000 milliards de dettes, au fait, on a l'équivalent or quelque part, éventuellement, ou ça n'est que du papier? Bref, quand les gens commencent à se poser des questions, ça commence à sentir le roussi. Et la crise que nous vivons, c'est finalement la crise d'une bulle. C'est effectivement pas encore l'impact, on n'est pas encore impacté trop lourdement par les questions de limitation de ressources, même si c'est en train de venir, comme l'a déjà aussi abordé Piero San Giorgio, mais c'est surtout ce que nous vivons, c'est la fin d'une bulle. C'est la fin d'une bulle, et cette bulle, c'est finalement l'idée que l'on pouvait construire une société sur la dette. Cette bulle nous fait vivre depuis près de 40 ans à crédit. Elle nous fait vivre avec des moyens que nous n'avons pas. Et cette bulle qui nous fait vivre à crédit, elle ne fonctionne que parce qu'il y a des forces dans le monde, on appelle ça la croissance, qui sont toujours prêts à, je dirais, embrayer le pas et à remettre au pot, c'est-à-dire à remettre de l'argent. Si aujourd'hui la Chine n'achetait plus la dette américaine, l'économie américaine, les États-Unis et nous derrière, nous nous effondrions, l'effondrement serait extrêmement rapide, très rapide. Donc un des enjeux, par exemple, des années à venir, c'est de savoir à quel moment les usines et l'économie chinoise pourra écouler au minimum 70% de sa production sur son marché intérieur. Le jour où ce chiffre-là aura passé, ce cap sera passé, alors la Chine n'aura plus besoin d'acheter de la dette américaine. Et le jour où la Chine n'aura plus besoin d'acheter de la dette américaine, et je parle que de la Chine, mais on ne va pas rentrer dans un tour général de la situation du monde, alors nous serons dans un autre monde. Il va y avoir une petite réunion bientôt à Vendôme, chez moi, j'espère que Piero y participera avec quelques amis, pour comparer les visions, les plannings comparés d'un certain nombre de spécialistes de la question. Certains parlent de 5 ans, d'autres de 10 ans. Une chose est sûre, c'est que le premier pic qui nous attend dans cette crise économique, c'est évidemment, et bien sûr, celui de la dette et du financement de la dette américaine. L'ensemble des autres crises, celles qu'on nous vend, on est en train de nous parler à longueur de temps dans les médias, la crise de l'euro par exemple, ne sont que des sous-crises. Ce sont des crises induites. Mon analyse sur la question est simple, il n'y a pas de crise de l'euro. Il n'y a pas de crise de la dette, particulièrement en Europe. La question de la dette en Grèce, c'est certes une question, c'est un pays qui a été extrêmement bien géré, le moins qu'on puisse dire, mais si cette crise, par exemple, arrive en Italie, un pays qui présentait il y a encore quelques mois un niveau d'endettement extrêmement faible, c'est parce que cette crise est une opération de déstabilisation. Cette crise est organisée par les marchés financiers dont l'existence repose sur l'existence de la dette et sur l'existence du dollar comme monnaie de change internationale découplée des réserves d'or, que cette crise de l'euro est en fait une crise suscitée pour instabiliser l'euro, c'est-à-dire pour empêcher que l'euro ne devienne une unité de change internationale, alternative, crédible et susceptible de faire pièce, en quelque sorte, au dollar sur la scène internationale. Cette crise a d'ailleurs été déclenchée quelques mois après, quelques semaines même, après que la Russie, la Chine, l'Iran et quelques autres aient annoncé leur intention d'échanger leur énergie en utilisant l'euro. Donc je pense que ces gens-là n'ont pas du tout intérêt à un effondrement global de l'euro, ils n'ont pas intérêt à un retour aux monnaies nationales, ils n'ont pas non plus intérêt à ce que l'euro soit une monnaie puissante, c'est-à-dire une alternative crédible au dollar, et donc le but c'est de créer une sorte d'euro croupion, c'est-à-dire un euro partiel, un euro malade, un euro faible. Et donc cette crise durera le temps nécessaire. Dès que vous n'entendez plus parler de la Grèce, on vous parlera de l'Espagne. Lorsque la partie de l'Espagne sera passée, on vous parlera de l'Italie. Et lorsque ça sera plus l'Italie, ça sera le Portugal, pourquoi pas la France, l'Irlande ou pas. Ça va durer le temps nécessaire. Et
commencer donc. Alors, c'est une question qui va me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Laurent Ozon. La question est sur la politique. Pourquoi ne pas s'organiser en mouvement politique donc, par rapport aux bases autonomes durables? Et c'est vrai que moi, j'ai souvent l'approche de dire... D'abord, je dis souvent, je ne fais pas de politique. Tout d'abord, je suis très mal à l'aise, en étant citoyen suisse, en France, de vous parler de politique, politicienne en tout cas. Il y a deux choses, il y a deux manières avec lesquelles je pourrais répondre à cette question. Tout d'abord, c'est de dire que, par définition, lorsque vous vous préparez à vous en sortir de ce chaos qui est en train de nous arriver dessus, finalement, en fait, vous faites de la métapolitique, puisque être vivant, demain, c'est participer beaucoup plus que si vous étiez mort. Donc, par définition, survivre, c'est extrêmement politique. Parfois, je saute un peu de coq à l'âne, vous allez voir pourquoi c'est lié, mais parfois j'ai des gens qui m'écrivent, et vraiment je ne les juge pas du tout, parce que je pense qu'ils le disent vraiment avec bon cœur, mais ils disent, vous vous trompez, votre technique de survie, etc., c'est matérialiste, ce qui compte c'est de prier. Bon, très bien, vous allez sauver votre âme, si vous priez, si vous y croyez. Moi je ne crois pas à cela, mais je respecte ce choix. Cependant les chrétiens dans le cirque dévoré par les fauves, ils ont eu beau prier, mais eux et leurs enfants, ils sont morts. Ces pauvres juifs dans les trains qui sont partis dans les camps, ils sont morts. Je suis sûr qu'ils prient dans votre âme. C'est bien, vous allez sauver votre âme, mais la survie de vos enfants, physique, la nôtre également, elle est importante. Et donc, il y a un élément politique dans le fait de s'en sortir et de survivre. D'autant que par la préparation, par tous les préparatifs mentaux, mais aussi physiques, finalement, vous allez vous informer, vous agissez. Et le fait d'agir, va vous sortir de la torpeur dans la douce, pour l'instant, torpeur du monde moderne consumériste, mais également va vous sortir de la déprime que ce monde. Et si vous êtes ici, probablement, beaucoup d'entre vous sont déjà plus déprimés, ne sont plus dans la foi, bien que les discours soient un peu, évidemment, anxiogènes et pessimistes, ça je peux le concevoir, mais dès qu'on agit, c'est déjà une immense étape de se sortir de cette manipulation, effectivement de la manipulation de la narration, j'aime bien ce concept. Et ensuite, ce que j'explique aussi dans mon livre, et je crois très fort à cela, c'est que les différentes personnes qui se sont groupées, les différentes communautés qui vont se créer, et ça se fait déjà aujourd'hui. Là aussi, c'est des mouvements qui existent depuis pas mal de temps, ça ne s'appelait pas autonome durable, mais ça existe, peu importe. Eh bien, elles vont se lier entre elles vont se grouper. Aujourd'hui, Internet est un excellent moyen de découvrir que dans chacune des régions où vous habitez, il y a déjà des dizaines, voire des centaines de bases autonomes durables faites par des individus, des groupes d'individus ou des petites collectivités qui ont décidé, sous différentes formes, différentes appellations, ça encore, c'est pas très important, qui ont décidé d'aller chercher cette autonomie, d'aller chercher cette capacité de reprendre en main leur destin par eux-mêmes, en dehors de la machine. Moi, c'est vrai que je suis très intéressé par cette notion de discussion sur l'Empire. J'ai tendance à l'appeler également l'Empire, mais avec une connotation négative. Mais c'est vrai que là, il y a des arguments très intéressants. Michel Braque parle de la machine, du machinal. Ça aussi, c'est très intéressant. Et je pense que être indépendant, c'est hautement politique, et vous reliez entre gens qui pensent pareil, c'est hautement efficient, et surtout, vous allez trouver que ces gens qui se préparent, ils commencent à avoir des expériences communes, parce qu'ils redécouvrent le localisme, ils redécouvrent le développement de leur autonomie alimentaire, de leur autonomie énergétique. Et je trouve très intéressant, je connais des bases autonomes durables de communautés musulmanes, je connais des bases autonomes durables juives, je connais des bases autonomes durables de chrétiens, de catholiques, on va dire intégristes, ils sont très sympathiques, et d'autres totalement laïques, etc. Il y en a plein, des individus, des groupes, des amis qui se sont mis ensemble. Ces gens, ils partagent énormément de valeurs communes, qui peuvent peut-être transcender, effectivement, cet aspect de différence culturelle, de différence que Laurent a très, très bien décrit. Alors, j'avoue que moi, je suis un peu biaisé pour l'approche multiculturaliste. Il y a beaucoup de mots dans multiculturalisme.
D'une part parce qu'en fait, je suis le pur produit. Tout d'abord, je suis un enfant d'immigrés, italien qui est arrivé en Suisse. C'est-à-dire que je me sens profondément suisse, etc. Mais j'ai des racines non suisses, donc étrangères. Alors certes, ça reste dans l'Europe, c'est 150 km, donc ça va. Mais bon, c'est pas. Je comprends la différence, c'est beaucoup plus dur. Si je débarquais du Gabon en France, c'est plus compliqué que si vous étiez italien, vous débarquez en Suisse. Ça, je comprends. Mais en même temps, ayant vécu à Genève, Nations Unies, tous ces trucs un peu maléfiques, l'ONC, le théâtre, qui habitent là-bas, enfin, c'est rempli de gens assez de bon niveau intellectuel en général, enfin, en tout cas de formation, qui ont des enfants. J'ai fait l'école avec des Saoudiens, des Libanais, parce qu'en plus on recueille tous les gens qui ont quitté l'Iran, les guerres. Enfin, donc on a un peu les élites qui viennent ici. Donc forcément, par exemple, un truc que je rigole toujours, c'est qu'à Genève, pour moi, quand j'étais gamin, un arabe, c'est quelqu'un de super riche. Et quand je rencontre des amis français, ils n'ont pas du tout la même expérience. Et j'ai énormément d'amis libanais, saoudiens, de Bahreïn, etc. Mes amis sénégalais, c'est des fils de ministres. Enfin, donc forcément, je suis très très biaisé par rapport au multiculturalisme parce que je fais partie de l'ennemi. Je viens de l'élite à moyen niveau, hein, pas tout en haut, là où il y a l'œil, en bas. Au milieu. C'est-à-dire que pour moi, le multiculturalisme, c'est génial. C'est des restaurants, c'est des gonzesses de plein de couleurs différentes. Quand j'étais gamin, j'étais entouré de gens super intéressants qui me racontaient plein de trucs super intéressants, plein de trucs. C'était pas le mec qui venait me piquer mon boulot sans le vouloir. Hein. On comprend bien quelle est la mécanique. Je pense qu'ici, on a compris la mécanique de l'immigration de masse, pour laquelle je suis contre, pour être clair. Parce qu'il y a eu sur Internet des gens qui, à mon avis, interprètent mal une phrase de mes 400 pages de mon bouquin pour dire que c'est un mec qui est pro-immigration. Non, j'ai rien contre l'immigration, j'ai rien contre les immigrations en tant qu'être humain, bien sûr, mais ça amène des gros problèmes, surtout quand elle est massive. Et plus, évidemment, plus c'est loin, plus c'est compliqué. Et c'est là où peut-être, moi, je suis encore dans l'utopie et l'espoir que peut-être, ça on a une petite divergence, peut-être qu'on va y arriver à faire travailler ensemble, mais justement parce qu'on va transcender ces différences culturelles, religieuses, etc., qui sont au fond, ça aussi je suis biaisé hein, quand je dis ça, qui sont à mon avis mineures, mais pour d'autres c'est pas du tout mineur. Par rapport au chaos qui nous arrive, ceux qui vont s'en sortir, ils vont avoir des liens communs vachement forts. Mais encore une fois, là c'est mon côté bobo. Et je peux pas dire non, je suis pas bobo, parce que je viens de ce monde-là, je viens de l'ennemi, je suis un transfuge, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ma femme me le dit souvent, elle me dit mais t'es comme, regarde d'où tu viens, quoi. T'as fait des études, t'es machin, t'as été cadre, t'as voyagé dans le monde. Les gens, ils ne voyagent pas dans le monde, ils n'ont pas les sous, quelqu'un qui paye pour eux. Donc, c'est sûr que je suis biaisé, mais donc je le reconnais. Mais c'est vrai que cette approche voilà, elle est subjective et voilà, je sais plus où j'en étais, mais enfin voilà, il y a elle est hautement politique, le fait de faire une base autonome, bien que j'essaye de rester neutre en bon suisse. Mais voilà. Oui, là. Merci Thierry. Alors, on va se prendre des questions, s'il y en a beaucoup, hein, qui sont destinées, d'autres moins, on va les prendre les unes derrière les autres. Moi, j'ai plusieurs questions qui touchent bien sûr au multiculturalisme. Quelle solution au problème du multiculturalisme, comment on va régler le problème du multiculturalisme, etc. Je crois que malheureusement, ce problème n'est pas vraiment en situation d'être traité politiquement. Il a volontairement été créé pour ne pas pouvoir être traité politiquement. Je le dis exactement comme ça. Par contre, j'attire votre attention, il y a toujours des exemples historiques à suivre. Pour ceux qui ont envie de faire quelques recherches, je ne me lancerai pas dans des explications trop longues ce soir, je vous invite à faire des recherches sur la fabuleuse vie de Frédéric II de Hohenstaufen. Relisez la biographie que Jacques-Benoît Méchain a consacrée à Frédéric II de Hohenstaufen. Il a été lui aussi à la tête d'un empire. C'était le Saint-Empire romain germanique. Il a lui aussi dû gérer des conflits d'ethnie, des tensions, des divergences de sensibilité, de valeurs et de culture, et il y a trouvé politiquement des solutions durant son règne. Il a été en conflit avec les papes, il était en conflit avec une communauté arabo-berbère établie dans le sud de l'Italie, il a été en conflit avec des populations du nord de l'Allemagne, il a été en conflit avec toute sa vie avec des parties de son empire, et il y a apporté des solutions. Ces solutions ne sont pas des solutions bobos, ce ne sont pas vraiment des solutions suisses, je préfère vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, je pense que
la comparaison, en tout cas le recul historique sur cette période de l'histoire est intéressant. Pour ma part, je pense plutôt que ce qui nous attend, c'est quelque chose qui ressemble de gré ou de force, de près ou de loin, à ce qu'a connu l'Europe à l'époque de la guerre de 30 ans. Et là, on est très loin de la Suisse. Ma solution au multiculturalisme, c'est simple. Je vous l'ai dit à toute go, je pense que chaque peuple a besoin d'une maison. Ça n'empêche pas les possibilités de contact, ça n'empêche pas l'enrichissement, mais pour qu'il y ait enrichissement, encore faut-il qu'il y ait différence. Pour qu'il y ait enrichissement, encore faut-il que nous disposions tous de la possibilité de faire vivre notre génie propre, quelque part. Et nous avons tous ce droit. Le droit des peuples à vivre selon leurs normes, selon leur culture, sur la terre de leurs ancêtres. Je le revendique pour les Français, je le revendique pour les Européens, et je le revendique aussi pour les mouvements berbères qui m'invitent pour des conférences régulièrement au Maroc ou ailleurs. Je le revendique pour tous les peuples. Une chose est sûre, c'est que je voulais rendre hommage ce soir, j'en profite pour rendre hommage ce soir à un grand militant, je ne qualifierai pas d'identitaire, tant ce terme est gênant pour moi, mais en tout cas un grand militant de la cause de la culture des peuples, leur droit à vivre différent, Thierry Salentin, le forestier, qui est à ma gauche, qui est en train d'écrire avec un béret sur la tête, et qui a fait de la prison parce qu'il s'est battu pendant des années pour le droit des peuples d'Amazonie à pouvoir lutter contre le colonialisme métropolitain. Colonialisme dans un premier temps qui est venu à eux sous la forme de la Bible, puis après le Code civil, et puis pour terminer du bon de commande. Ces trois formes de colonialisme-là, nous les avons aussi subies en Europe. Nous ne sommes pas seulement les vecteurs de ce colonialisme-là. Nous avons porté cette maladie ailleurs. Nous l'avons portée aux Indiens d'Amazonie. Nous l'avons portée en Amérique du Sud. Nous l'avons portée en Afrique. Nous l'avons portée ailleurs. Mais nous avons été les premières victimes de ce système. Et je ne l'oublie pas. Donc Thierry Salentin, que je vous demande d'applaudir, a passé des années... à lutter pour le droit des Wayanti, des embryons, des Wayana, dans la lignée de Robert Jolin, ethnologue français bien connu, qui nous disait tous, c'était une utopie totale, unissons-nous tous pour rester différents. Je crois que malheureusement ce temps-là est passé, mais et je crois que la solution au multiculturalisme est très simple. Chaque peuple doit disposer de sa maison. Il est donc nécessaire que chaque peuple puisse disposer d'un espace dans lequel il puisse faire vivre son génie propre. Vous en tirez les conclusions vous-même. À toi. Je voudrais faire une réponse collective à plusieurs questions qui sont en fait liées à la ville. Clairement, la base d'autonomie durable, telle que je l'ai décrite dans le livre et telle qu'on l'imagine, elle est clairement plus aisée et plus facile à mettre en place à la campagne. Il y a pas mal de questions qui sont liées, alors ça me permet de faire un peu de pub, excusez-moi, mais il y a beaucoup de questions liées à la ville. Comment est-ce qu'on fait en ville? C'est dur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une autre personne qui est vraiment très pointue dans plein de techniques de survie, etc., Vol West aux États-Unis, on va sortir un livre en octobre qui est sur la survie en ville et qui répond à plein de ces questions qui sont là. Voilà, je suis moins garanti d'avoir 5 membres. Et qui répond notamment également, il y a pas beaucoup de questions sur l'or, sur est-ce qu'on doit s'endetter, parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui se disent j'ai qu'à m'endetter à mort maintenant pour m'acheter ma maison, mais quand ça s'effondre, la dette, faites gaffe. J'ai des vidéos qui répondent à ça sur Internet, etc. Peut-être plus philosophique. Tout d'abord, on me demande quel est le timing de... Encore une fois, c'est très difficile à prévoir avec... Bien sûr, avec les réseaux, il y a tellement de facteurs, il y a une infinité de facteurs en jeu qui peuvent accélérer ou ralentir le moment d'un effondrement. Encore une fois, un effondrement, ça peut se faire en deux façons. Soit progressif, et c'est ce qui est nous sommes en ce moment dans une période d'effondrement progressif. C'est-à-dire que, clairement, vous habitez à Athènes, vous le mangez, l'effondrement. Bien, j'y vais en octobre pour voir un peu comment ça se passe. Je suis très curieux de regarder mais vraiment en détail, est-ce que les mafias ont pris le pouvoir? Il y a 30% de la population qui semble avoir quitté la ville pour aller vivre chez grand-maman, parce que c'est là où il y a un potager, il y a de la pétale, des tomates. C'est vachement intéressant ce qui se passe, parce que c'est un laboratoire. Je pense que malheureusement, c'est vraiment un laboratoire. C'est un laboratoire, il y a beaucoup
beaucoup de gens l'observent, et pas que nous, les gens dessus. Donc, on est en train de voir si ça peut fonctionner. En tout cas, ils les ont matés. Les Grecs, qui sont un peu plus fiers, qui d'habitude font des révolutions. Là, ils ont été matés. Hein. Donc, j'ai envie d'aller voir moi-même pourquoi, comment ça fonctionne, comment ils réagissent psychologiquement, comment ils réagissent dans leur truc, dans la chair, comment ça va se passer. Mais je crois que ça peut aussi aller très vite. Vous savez, il y a des choses dans la vie où il y a des périodes très lentes. Pour ceux qui sont parents, vous le savez. Je parle évidemment en tant qu'homme, vous rencontrez une femme, vous la séduisez, ou elle vous choisit, elle vous fait croire que vous la séduisez. Voilà, ça se passe, c'est progressif. Voilà. Puis à un moment, elle est 0% enceinte, puis à un moment, elle est à 100% enceinte. Il n'y a pas 50%, 30%, 25%. C'est 0 ou 100. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des éléments, ouais, il y a des moments où on bascule d'un état à un autre. L'eau bout pas, et ça bout. Et il y a des paliers. Et ce qui est très très difficile à identifier, ce sont les moments paliers, les moments où le système est commencé à tout. Bref, il y a des moments où ça se passe. Et ces moments, c'est très difficile. Et ça, les guêpes, voilà, on part d'Iran, l'Iran se défend, à mon avis, ils sont capables de se défendre, c'est des Perses, hein, ils connaissent la guerre. Hein, la dernière fois, ils se sont bien défendus. Il ne faut pas croire ce qu'on nous a écrit sur la guerre Iran-Irak. Lorsque vous lisez les rapports d'état-major sur ce qui s'est vraiment passé entre la guerre Iran-Irak, c'est impressionnant. Hein. L'aviation iranienne, impressionnante. Bon, ça se passe, d'un coup la Chine dit, bah non, nous on soutient l'Iran, on donne des armes, les États-Unis s'excitent. Ça peut aller très très vite, comme ça peut être une guerre larvée par pays interposé. Ça peut basculer très très vite. Donc c'est impossible de vous dire, ce sera le 21 décembre 2012, je ne crois pas, enfin, voilà, je crois pas du tout à ce genre d'approche, je ne crois pas aux prophéties de Maya, tout est possible, mais bon, c'est pas du tout la thèse que je développe. En revanche, je pense que plus le temps avance, plus les facteurs s'empilent, plus le château de cartes devient de plus en plus grand. Et effectivement, la dette risque d'être l'élément précipitateur, parce que je crois que ça a échappé à ces architectes. Moi, je ne suis pas certain, il y a dans les questions, est-ce que vous pensez qu'il y a des tentatives de manipulation pour créer de nouveaux ordres mondiaux, etc. En partie. Je pense qu'en partie, clairement, les crises sont utilisées, leur ordre à chaos, c'est clair. On va utiliser la théorie du choc, etc. On va utiliser pour créer des systèmes qui consolident du pouvoir sur les crises. Mais je pense, ça c'est mon avis, hein, que ça échappe à ces créateurs. Je pense que c'est trop vaste. Je pense qu'on est... personne n'a pu prévoir les énergies fossiles il y a 2 siècles. Et leur déclin maintenant qui nous impacte. On les utilise, on utilise les crises, mais je pense que c'est énorme ce qui est en train de se passer, que l'on va... je pense que ça va échapper, c'est Frankenstein qui échappe à son créateur, c'est le monstre qui échappe au docteur Frankenstein, pour être précis. Alors, la question ça vous aide? Non, ouais. La question qui ensuite, et pour ça j'en fais 3 dans le même coup, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Si on s'effondre, ça aussi, ce sera mon 3e livre, même plus tard. Mais la question est comment on reconstruit sur les ruines? Comment on reconstruit après? Ça, c'est une vraie question fondamentale auquel je n'ai pas la réponse immédiate, bien sûr. C'est quelque chose qui va demander énormément de travail. C'est quelque chose que j'espère on va réfléchir ensemble, en tant que guillemets pionniers de ceux qui se préparent avant les autres. Ce sera notre avantage. On va créer le monde de demain, tant génétiquement que culturellement. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant, il n'y en a pas qui me ressemblent, mais en même temps, ça va être intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des gens, notamment, par exemple, on pose la question d'Étienne Chouard. C'est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. J'écoute ses conférences. C'est quelqu'un que j'espère pouvoir interviewer. Je suis en contact avec lui, j'espère que je vais pouvoir l'interviewer pour ce fameux 3e livre qui va parler de comment on reconstruit à partir de... Plein de gens ici, je suis très, très heureux d'avoir des inputs, d'avoir des informations sur comment est-ce qu'on pourrait reconstruire une société qui ne peut pas être radicalement différente de notre fondamentale, mais néanmoins qui peut être sur des meilleurs rails. Enfin, on fera ce qu'on pourra, mais enfin, si on arrive à de mettre les bonnes graines, si on arrive à mettre les bonnes structures, les bonnes règles, peut-être qu'on arrive à une société qui est plus juste, plus saine. Ça, c'est mon côté. Alors ça, c'est là où je deviens gaucho. C'est le côté utopiste de trouver des règles saines, ou alors est-ce que c'est le côté hyper réactionnaire?
je ne sais pas, l'un ou l'autre. Tu allais dire autre chose, non? Ça me va. Moi, je revendique d'être assez réac en tant que personne, bien que j'aime pas parler de moi. Mais enfin, voilà, on va pouvoir, je parlerai de moi dans ce troisième bouquin, plutôt de ce que je crois fondamentalement comme système politique, etc. Mais ça reste ouvert. Et le message, c'est qu'on doit le construire ensemble. On va le construire, on sera là pour le faire. Et si possible, sans trop se taper sur la gueule, comme d'habitude. Mais voilà, et c'est là où moi je pense qu'on peut transcender les différences culturelles, les différences religieuses. Encore une fois, je suis biaisé par ma vie, donc mon expérience de vie. Mais voilà, là je reste un peu utopiste et multiculturaliste d'un certain point de vue. Mais ce que tu as dit est aussi tout à fait vrai et très réaliste. Et moi je suis un mec concret, donc le côté réaliste, je l'écoute. Alors, on va essayer de passer vos questions rapidement en revue, parce qu'effectivement, sinon on ne pourra pas les aborder toutes, mais il y a beaucoup de groupes de questions. Hein. Donc, pour répondre définitivement et bien clairement, parce que j'ai plusieurs questions dans ce sens-là, à quelle solution par rapport au multiculturalisme, la solution c'est clair, c'est l'inversion des flux migratoires, la relocalisation vivrière des populations, la possibilité de sortir de l'OMC, des institutions de Bretton Woods, pour donner à chaque peuple la possibilité de produire pour ses propres besoins. Ça ne veut pas dire qu'on va produire du café dans le Pas-de-Calais demain matin. Hein. On soit bien clair. Simplement, de tout temps, il y a eu des échanges économiques. Ces échanges ne portaient pas sur l'essentiel, ils portaient sur ce qui manquait. Et bien donc, il va falloir... qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une refondation économique à faire. Cette refondation devra emprunter beaucoup à ce qu'ont fait nos anciens. S'il y a des gens qui croient qu'on est plus intelligent parce qu'on a connu les matchs de football et la purée mousseline, eh bien, détrompez-vous. L'intelligence dans le futur, ça sera très probablement d'entrer en rupture avec l'OMC, avec les institutions de Bretton Woods, avec un projet basé sur la financiarisation et l'interdépendance qui n'est qu'une hyperdépendance. L'important, je pense, c'est de s'engager sur cette voie-là, la relocalisation, l'autonomie, la recherche de l'autonomie au niveau des populations, au niveau des espaces de civilisation, dans un monde multipolaire, dans un monde où les peuples cherchent avant tout et à produire pour eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ça n'enlèvera jamais la possibilité, ça n'enlèvera jamais les conflits, il en existera toujours, mais je pense que c'est la seule voie à suivre. Il n'y a pas d'autre voie que la relocalisation. Quand je parle de relocalisation, vous m'avez tous bien compris, je pense que c'est une relocalisation économique, à une relocalisation humaine et à une relocalisation vivrière. En tout cas, pas de relocalisation possible sans sortie immédiate de la logique de l'interdépendance et dans la logique des marchés. Pas de relocalisation sans dénonciation et sans remise en question profonde de notre système économique. Donc on va essayer de traiter vos questions maintenant de façon plus rapide, puisque Pierrot en a envoyé 3, je vais en envoyer une deuxième. Théodore Kaczynski, on me demande ce que je pense des ouvrages de Théodore Kaczynski. Alors Théodore Kaczynski, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était un mathématicien d'origine polonaise qui a vécu aux États-Unis et qui s'est distingué par un combat néoludite. Alors les ludites étaient des gens qui étaient des artisans qui détruisaient les manufactures en Angleterre au XVIIe siècle, au XVIIIe, pardon, et qui détruisaient ces machines parce qu'elles leur privaient de leur travail, elles les privaient de leurs normes, elles les privaient de leur culture, et donc les néoludites s'attaquaient en fait au début de la société industrielle parce qu'ils en étaient les victimes. Quand je vous disais que ce que d'autres pays, d'autres peuples ont subi par la suite, nous avons été les premiers à les subir. Quand je vous dis que nous avons été les premières victimes, les peuples européens ont été les premières victimes de ce cancer qu'est l'économie de marché, l'économie sans entrave et le capitalisme financiarisé, je ne rigole pas. Les néoludites, les ludites étaient les premiers combattants, je dirais, les premiers opposants à cette société-là. Et même de l'esclavage triangulaire. Bien sûr. Et donc, on me demande ce que je pense de Théodore Kaczynski. Eh bien, Théodore Kaczynski est un monsieur qui a été considéré comme l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis pendant quelques années, puisqu'il envoyait des colis piégés qu'il fabriquait dans une cabane au Minnesota à un certain nombre de responsables de nos élites mondialisées. Ce monsieur est en prison maintenant. Il a écrit un livre que je vous invite à lire, qui n'est pas inintéressant, qui s'appelle Manifeste l'avenir de la société industrielle, qui est par bien des aspects un livre assez passionnant. Ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas une voie évidemment à suivre. On ne peut pas imaginer que la voie de Théodore Kaczynski, qui était un rebelle et un instable, soit une voie à suivre pour tous. La seule voie à suivre, c'est la relocalisation, c'est le localisme, et c'est un travail dans ce sens-là. Je crois qu'il n'y a pas de perspective, si c'était en tout cas le sens de la question, il n'y a pas de perspective par ce type de méthode
qui tiennent. Alors peut-être que j'ai mal interprété la question, il y avait un deuxième aspect possible de cette question, c'est qu'est-ce que vous pensez du rapport de Theodor Kaczynski avec la technique? Est-ce que vous pensez que la technique elle-même, que la technoscience en quelque sorte, est responsable de l'évolution générale de notre société et de ce qui est au centre de cette société? Je parlais tout à l'heure de la perte de notre capacité de narration collective. Vous savez, je disais qu'on était des acteurs dans la narration, dans le récit de quelqu'un d'autre, d'un récit qu'on ne maîtrisait pas. Ce qui est au cœur, finalement, de l'angoisse existentielle d'une bonne partie de nos proches, de nous-mêmes parfois, c'est le sentiment que nous n'avons plus pris sur les structures qui ont pris sur nous. Nous sommes agis. Nous avons l'impression de vivre dans un monde dans lequel les infrastructures sont hors de notre portée. On n'a pas de raison de s'habituer à ça. Nous n'avons aucune raison de nous habituer à ça. Ce sentiment, c'est-à-dire cette angoisse profonde, est parfaitement normale et naturelle. Krishnamurti disait que ce n'était pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui que le fait d'être aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, le fait d'être adapté à ce système-là n'est pas effectivement un signe de bonne santé. Maintenant, est-ce que la technoscience a une responsabilité là-dedans? Tout ce que je peux dire, c'est que la technoscience, l'essor des techniques et des sciences porte une responsabilité immense dans l'évolution de notre culture, dans l'évolution de notre civilisation depuis un siècle. Elle est au cœur de ces transformations. Simplement, je ne crois pas que la technique ou la science par elle-même véhicule, sauf quand c'est la science à moitié scientifique, genre les théories d'Albert Jacquard en matière génétique, par exemple, donc sont absurdes. Bon, il y a des scientifiques qui confondent religion et histoire, hein, théorie du Big Bang, bon, bref. Donc, en dehors de ça, est-ce que la technoscience en elle-même est porteuse d'un message, d'une sorte de culture qui induirait en quelque sorte, qui justifierait finalement le monde dans lequel nous sommes? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Je crois que la technique elle-même ne dit rien sur les finalités. Et je crois que la dernière des choses à faire, en tout cas, c'est je pense que la posture technophobe, c'est-à-dire celle qui consiste à vouloir se priver des moyens de la puissance de la technique ou de la puissance du savoir, de la connaissance et de la science, est un travers dangereux. Je crois que les gens qui veulent avoir pris sur le monde ne doivent pas, même si effectivement je reconnais que c'est parfois un peu angoissant, ne doivent pas se priver des moyens que leur offre et de la puissance qu'offre la technique. Attention, il y a aussi des techniques qui sont... il y a des outils qui sont à moitié faits pour nous et beaucoup faits pour les autres. Je peux ajouter quelque chose sur la technique. En fait, tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne doit pas... Mais c'est un risque de retomber dans un certain obscurantisme où on fige une fois pour toutes, avec encore une fois des bons sentiments, toujours méfier des bons sentiments, une phobie de la technologie en tant que principe. La technologie, c'est la source. J'ai découvert que l'on partage des expériences d'avoir travaillé beaucoup dans les sociétés à haute technologie. La technologie, c'est le résultat de l'innovation, qui est le résultat de la libre entreprise, qui est le résultat de la liberté. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut d'ailleurs contribuer à mitiger les effets de ce qui nous arrive. Et cela dit, évidemment, faisons attention, principe de cette précaution très important sur, par exemple, je trouvais fascinant, vous avez sans doute vu qu'il y a quelques jours, une équipe de chercheurs français a montré des effets excessivement néfastes des OGM dans des tests sur des rats de laboratoire. C'est absolument repoussant le résultat, enfin c'est ignoble le résultat. Donc, on nous vend souvent d'ailleurs les OGM comme étant la solution pour la fin dans le monde, etc. Mais quand on voit à quel point ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne seulement pour engranger des profits, c'est néfaste. Et en même temps, la technologie est quelque chose qui est devenu là aussi une sorte de religion magique dans le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de gens, probablement ce sont beaucoup ceux qui n'ont pas lu, ne veulent pas lire mon livre et les autres qui parlent du même sujet, sont dans une sorte de techno-narcissisme. La technologie résoudra tous les problèmes. Il n'y a qu'à développer, et la liste est longue, ça va du truc complètement farfelu qui viole les lois de la thermodynamique d'un côté, donc ça c'est le côté complètement mystique et ésotérique à la limite, jusqu'à des solutions concrètes mais inapplicables à des niveaux industriels ou en passant par simplement d'une non-maîtrise des limites physiques liées à la technologie qui existent.
j'étais longtemps dans l'informatique, les puces, certes, elles suivent la loi de Moore, mais aujourd'hui, nous arrivons aux limites de la loi de Moore. Nous les voyons, les limites, au niveau atomique de la puce. Les puces, pendant 5 ans, elles sont avec des atomes alignés et génèrent des chaleurs qui font fondre tous les supports, et même le métal avec lequel elles sont fabriquées pour les circuits, etc. Donc on arrive à la limite. Donc à moins d'un paradigme, mais nul ne peut prévoir un paradigme technologique, nul ne peut le prévoir. C'est comme lorsqu'on nous parle de réserves à découvrir de pétrole qui seraient immenses dans le cadre des pétroles, des sables bitumineux, etc. On n'en sait rien. Tu vois que tu vas parler des gaz de schiste finalement. Je parle des sables bitumineux. Non, mais c'est pareil pour les gaz de schiste. Personne ne peut prévoir la taille d'un gisement de gaz. Impossible. Or, on nous parle qu'il y aurait des réserves de gaz sous la région parisienne de milliards. N'importe quoi. C'est pour essayer d'avoir du fric pour pouvoir financer de la recherche, parce que c'est extrêmement coûteux qu'on n'y arrive pas. Et puis c'est un long sujet. Mais on est dans le techno-narcissisme. Et ça, c'est extrêmement néfaste, parce que c'est une forme de déni. Il faut être très attentif avec les technologies. Moi, je suis forcément, là aussi, biaisé par mon expérience professionnelle pour trouver que certaines technologies sont extrêmement bénéfiques. Mais il faut être très très attentif à ne pas tout miser, à ne pas mettre ses œufs dans le même panier, pas tout miser sur le même cheval. Voilà. Gilbert Rotois parlait, qui est un philosophe passionnant, parlait de technologie appropriée. Technologie appropriée, il entendait par là des technologies compatibles avec les modèles sociaux, les modèles de valeurs, les systèmes axiologiques, les normes des civilisations dans lesquelles elles sont développées. Je vais vous donner un exemple de technologie appropriée ou un exemple de méthode à haut niveau scientifique et qu'on ne soupçonne pas. Est-ce que pour ceux qui connaissent l'agriculture biologique, il faut savoir qu'il y a une norme qui s'appelle la norme Déméter et qui touche à l'agriculture biodynamique. C'est une norme qui a été créée par Steiner, bon bref, voilà. La particularité de l'agriculture biodynamique, c'est que c'est une agriculture scientifique. L'approche en biodynamie nécessite des compétences extrêmement élevées. Donc la science, c'est pas forcément le téléphone portable, la puce et l'ordinateur. La science, elle peut être aussi, elle peut, je dirais, réinvestir sa créativité. Les hommes peuvent réinvestir leur créativité et leur génie dans des formes de technologies différentes. Peut-être que demain, la recommunautarisation du monde, la relocalisation du monde, si en tout cas on en prend le chemin, permettra à chaque peuple de déployer son génie créatif dans des technologies spécifiques qui correspondront à son système de valeurs. Il n'y a absolument aucune raison qu'on impose une technologie à un peuple ou une population ou à un groupe qui n'est pas prêt à l'accepter à cause de son système de valeurs. Les Grecs, mais on n'a pas su le faire depuis peu, avaient su renoncer à un certain nombre de technologies parce qu'elles contrevenaient aux principes qui régissaient l'ordre de la cité. Est-ce que nous serons capables de cet effort? Pas sûr. Dans les questions aussi, encore là, qui concernent Y a-t-il un réseau de bases autonomes durables et quels sont les moyens de rencontrer aujourd'hui des bases autonomes durables? Alors, deux petites réponses. La première, pas liée à la personne qui m'a évidemment posé la question, c'est que souvent, on pose des questions. Par exemple, pour cette conférence, quelqu'un me dit elle est où votre conférence ce soir? Je dis bon, allez sur ce site, allez-y. Non, mais c'est plus simple si vous me le dites. Ben ouais, mais tu me fais bosser, c'est paresseux. Il y en a des réseaux, il faut les trouver. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? Alors, clairement, sur Internet, vous avez l'avantage, aujourd'hui, par exemple, ça c'est le seul avantage, moi j'utilise beaucoup Facebook pour cela, c'est qu'il y a des réseaux qui sont créés par région, par département, et qui permettent de contacter les gens. Ce que je vous dis, c'est faites attention de ne pas passer votre vie sur un ordinateur à discuter. Ça c'est le problème du forum, Internet, où il y a des gens, moi je vois des gens, c'est des malades, enfin, ça y est, j'aurais pas dû le dire, mais ils écrivent 40 pages sur le choix de est-ce que telle hachette est mieux que l'autre pour couper des brindilles d'arbre. Bon, combien de fois tu les as coupés tes brindilles d'arbre? Au bout d'un moment, bosser quoi. Pas rester sur un ordinateur à écrire. Donc là, c'est un peu la même chose. Les réseaux, c'est excellent. Rencontrer des gens avec qui on a des affinités, c'est excellent. Donc, au bout d'un moment, il faut faire. Et donc, ils existent, ces réseaux. Il y en a plein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas attendu mon livre. Encore une fois, ça existe depuis longtemps. Mais simplement, ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de toucher des personnes peut-être moins traditionnelles dans ce domaine-là, moins dans l'écologie profonde, ou moins dans le survivalisme. C'est une étiquette qu'on me donne, je m'en fous. Mais
c'est des pères et des mères de famille, c'est des gens des jeunes qui tout d'un coup disent moi le système éducatif j'en veux pas, faire des études soit pour gagner du fric, ça m'intéresse pas, ou alors des études complètement bidons pour faire voilà, les jeunes se rendent compte que c'est du bidon, les trois quarts des boulots relations de presse, curer les ongles des gens, enfin. Les gens se disent je veux faire autre chose dans ma vie. Et donc ils me disent voilà, j'ai lu votre livre, moi je veux être autonome, faire manger mes trucs pour avoir un jour une famille à la campagne, proche de la terre, avec des gens comme moi, whatever is comme moi. Je veux dire, peu importe. Ils veulent se retrouver avec des identités, même les identitaires. J'ai souvent des clashs avec eux parce que personnellement je trouve que c'est un peu excessif leur truc. Mais ils n'ont pas tort sur le fait de dire on doit trouver des identités communes et se regrouper entre gens qui se ressemblent. Moi je trouve que qu'ils se ressemblent, c'est là-dedans. Eux trouvent que c'est plus aussi physique. Bon, ok, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi ça ne me dérange pas, le truc ne me dérange pas du tout. Mais voilà, les gens me demandent plein de trucs. Donc les réseaux, ils existent. C'est intéressant de se mettre en contact avec eux. Mais Internet, c'est un moyen pour démarrer, mais ensuite c'est ailleurs que ça se passe. Et moi aussi, Facebook, tant que j'ai des trucs à dire, tant que j'ai des bouquins intéressants, à mon avis, à transmettre, j'y serai. Mais un jour, ciao. J'ai autre chose à faire que des conférences et d'écrire des livres. J'ai des lapins, des vaches, bientôt des moutons et des enfants. On nous demande, existe-t-il des possibilités de trouver des graines non, j'imagine, des graines reproductibles. Il y a marqué non reproductibles, mais j'imagine que c'est des graines non reproductibles. Parce que les graines non reproductibles, c'est évidemment, ça peut se retrouver très facilement. Donc oui, vous avez deux adresses à retenir. La première, c'est la ferme de Sainte-Marthe, qui est animée par Philippe Desbrosses, qui est un conservatoire naturel, une entreprise qui s'est créée sur la conservation des graines, ou d'une façon générale des plants, non seulement biologiques mais anciens, donc adaptés à des écosystèmes bien particuliers. Vous avez des associations comme l'association des croqueurs de pommes, qui peuvent vous intéresser. Et sinon, vous avez une association qui défend ce principe-là, qui mérite d'être soutenue parce qu'elle est attaquée actuellement par les pouvoirs publics. On n'a pas parlé de l'État, mais l'État est au cœur des enjeux à venir, puisque l'État est devenu en quelque sorte l'outil du marché contre sa propre population. Donc l'État s'attaque, et le Transnational s'attaque à une association qui défend la possibilité de pouvoir continuer à conserver et à reproduire des graines qui ne dépendent pas de la firme Monsanto et de ses concurrents, Bayer, Syngenta, BASF, etc. Et bien cette association, c'est Cocopelli. Donc je vous invite à soutenir cette association. C'était pour répondre à la question où trouver des graines reproductibles. Alors, une autre question, alors rien à voir. On pose la question des gens qui habitent dans les dom-toms. Je n'ai jamais répondu à ça, c'est une question très pertinente. Alors la question se posera, combien de temps, dans un effondrement économique global, ces îles, ces départements d'outre-mer vont rester partie de la nation française. Là je crois que les chances sont faibles, à mon avis, ils vont devenir par définition séparés, et que, à moins qu'on remette en marche une marine à voile efficace, ça va être difficile. Chaque cas est particulier, et cette question elle est valable pour des régions françaises. Genre la semaine dernière, j'ai visité des bases autonomes durables dans le Périgord, bien mangé. Et c'était vraiment très très bien, ça c'est une bonne région. Et en Bretagne aussi, c'est extraordinaire. Enfin, les îles ont cette particularité que c'est un environnement physiquement, déjà aujourd'hui, forcément limité. Donc souvent, pour l'énergie, il y a souvent plus d'autonomie qu'à d'autres endroits. Moi, je connais bien l'île de la Réunion, je connais bien l'île Maurice, bon, c'est pas les dom-toms, mais c'est à côté. Mais bon. Et je connais bien l'Angleterre, c'est pas les dom-toms non plus, c'est une grande île. Alors autant, par exemple, je pense que, par exemple, l'île de la Réunion, je ne peux pas parler de la Guadeloupe, par exemple, invitez-moi, je un grand plaisir d'y aller, jamais. Mais autant, par exemple, l'île de la Réunion ou l'île Maurice sont des îles avec une capacité théorique, en tout cas d'autonomie, donc de devenir une grande base autonome durable, parce que c'est une des grandes îles. Autant, par exemple, l'Angleterre, alors je vais sortir mon livre en version américaine-anglaise en janvier, et eux, je pense qu'ils sont encore plus mal qu'en France.
Et ça, c'est donc pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est intéressant de comparer des îles qui ont une capacité d'autonomie assez forte à une île comme l'Angleterre et l'Écosse, Pays de Galles, qui traditionnellement, depuis toujours, avait l'agriculture suffisante pour nourrir un tiers de la population de la France. Or, aujourd'hui, la population est à peu près équivalente de la France, donc ils vont morfler sévère, ils vont morfler grave, parce qu'ils vont se retrouver en grosse pénurie de production alimentaire, et avec la chute de l'économie globale, les transports ne pourront plus leur amener d'Afrique du Sud, d'Argentine, et d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de la nourriture nécessaire, même de France. L'Angleterre est un des grands pays importateurs de produits agricoles français. Bon, ça c'est plus proche, mais ça va être coton. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui sont de Dom-Tom, je pense que l'effort dans une île, il va suivre les 7 points pour l'autonomie, bien sûr, mais clairement, l'effort, il va être aussi sur le lien social, parce que vous ne pouvez pas fuir très loin sur une île. Donc, vous allez devoir organiser les communautés avec les gens autour de vous. Alors, sur l'île de la Réunion, ça a l'air d'aller. Ce que j'entends de la Guadeloupe, un peu moins en Nouvelle-Calédonie, mais quand même, c'est qu'il y a quand même des tensions ethniques, sociales, historiques, assez lourdes. Et donc j'encourage les gens à vraiment bien réfléchir, et c'est le cas de n'importe quelle personne où qu'ils se trouvent, s'ils sont vraiment avec des racines là-bas, ou s'ils sont des étrangers, même s'ils sont de nationalité de papier, évidemment tout le monde est français. Mais est-ce que leur destin est là-bas ou pas? Est-ce que leur destin, concrètement, pas intellectuellement, est-ce que leur destin, il est d'être avec des gens comme eux là-bas ou pas? Et la question vaut, quelle que soit votre ethnie d'origine. C'est important de se rendre compte de ça, parce que ça peut mal tourner, ça peut très vite mal tourner. Encore une fois, je ne souhaite pas, les gens croient que je souhaite dévastation. Non. Mais c'est très intéressant, c'est très important de bien se poser des questions. Et en fait, la même chose ici. Si vous êtes français, mais d'origine d'autres pays, plus ou moins lointains, etc., posez-vous la question. Est-ce que votre avenir, vous le sentez charnellement ici ou pas? Et si ce n'est pas le cas, vu ce qui nous arrive, est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à prendre votre savoir-faire, vos ressources financières et matérielles, et de retourner dans un endroit où vous vous sentez chez vous, enraciné, et faire votre vie là-bas? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas à moi de donner ce conseil, c'est à chacun de réfléchir en son âme et conscience, où est son destin, où est la région dans laquelle il se sent bien, et même à l'intérieur d'un même pays, est-ce que vous vous sentez vraiment enraciné dans un HLM à Paris, ou dans un hôtel particulier du 16e, ou du 7e, ou dans une banlieue périurbaine, zone villa qui va être dévastée, et qui va être, le jour où il n'y a plus de voitures, la valeur de votre maison, c'est 0, dans des zones où il y a plein de villages jumelés, parce que les gens rêvent d'avoir leur petite maison, leur petit truc. C'est une catastrophe urbanistique, et bon, bref. Posez-vous vraiment la question, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Dans 5 ans, peut-être la maison, elle vaut 0. C'est le cas en Espagne, hein. Les friches urbaines. Il y a des friches urbaines en Allemagne, où les gens, parce qu'ils vieillissent, ces populations vieillissantes, avaient construit des belles maisons, relativement belles maisons, dans des quartiers, mais maintenant qu'ils ont 70 ans, ils n'arrivent plus à conduire, il paraît. Ils ont envie d'être en centre-ville, proche des maisons de retraite, etc. Ils vendent. Le premier qui a vendu l'a bien vendu, le deuxième un peu moins. Et quand 60 ou 80% du quartier se vide parce que les gens vendent ou simplement partent sans avoir vendu, la valeur foncière du bien est 0. Et qui les remplace? Alors ils essaient de faire venir des gens d'autres pays, parce que voilà. Mais bon, ils ne veulent pas venir là parce que c'est vide. Et en Espagne, c'est pareil. Il y a des immeubles entiers vides parce que plus personne ne vient, ils n'ont plus le moyen de venir en vacances. Ou soit l'immeuble n'est pas fini, personne n'a envie d'acheter. Valeur foncière 0. Investissement en termes de ressources, béton, matière, finances, etc. Totalement perdu, qui s'enchaînent, et c'est là où tout est lié, encore une fois, dans les banques qui ont prêté de l'argent pour les promoteurs immobiliers, qui ont prêté de l'argent aux personnes pour leur bien immobilier qui vaut rien. Le type, il rembourse plus ses dettes, il dit allez-y, la garantie c'est l'appartement, prenez. Alors, ils prennent l'appartement, valeur 0, le bilan des banques, il s'effondre, la banque centrale est obligée de payer pour sinon, mon Dieu, le mec qui finance ma campagne politique, il va être mal, donc il faut que je l'aide. Derrière, on se retrouve avec l'État, boum, monstre dette. Voilà, ça contribue au problème, et tout est lié. Donc,
à la fin, pour vous, pour nous, en tant qu'individus, faisons très attention de où nous voulons vivre, où nous voulons nous enraciner. Il faut bien réfléchir, mais c'est maintenant que ça se passe. Il va nous falloir conclure parce que nous avons la salle assez peu de temps. Il y a beaucoup de questions parmi celles qui sont posées qui se recoupent. On ne peut malheureusement pas tous les traiter parce qu'il y en a beaucoup de questions sur quels sont les premiers signes de l'effondrement, quel calendrier, quel planning, etc. Donc nous ne sommes pas tous d'accord forcément là-dessus, pas forcément d'ailleurs avec Pierrot qui a déjà abordé la question. Le planning, on ne le connaît pas. Je vous dis simplement que je suis en train d'organiser une réunion avec des personnes qui ont déjà réfléchi à ces questions, donc Pierrot, Michel Drac et d'autres, bientôt, j'espère cet hiver, pour comparer, je dirais, nos analyses respectives. Pour moi, l'élément clé, ça sera le moment où la Chine sera capable d'écouler plus de 60 à 70% de sa production sur son marché intérieur ou sur les marchés qu'elle contrôle. Ce jour-là, elle n'a plus besoin de financer la dette américaine. Ce jour-là, la dette américaine n'est plus financée. Ce jour-là, voilà, pour moi, c'est l'élément de rupture. La période entre 5 et 10 ans. Avant, il y a des tas de choses à faire, ils vont s'amuser beaucoup. Instabilisation des Rimlands, instabilisation des pays détenant des ressources pétrolifères, tension entre la Chine, Taïwan, la Chine, le Japon, la Chine et les petits dragons, tension entre la Russie et les républiques musulmanes en agitant et en alimentant les mouvements les plus radicaux ou les plus extrémistes dans ces pays-là. Enfin, il y a tout un boulot qui est en cours, rassurez-vous, ils sont bien occupés. D'ici là, à notre niveau, je pense que l'élément clé pour moi, c'est la Chine et c'est le marché intérieur chinois. S'il y a une deuxième dernière question que tu veux traiter, sur le même point qui est un point important, quels sont les signes? La Chine, ils n'achètent plus de dette américaine. Ils en achètent encore. Je vous assure qu'ils en achètent encore. Ah bon? Moins qu'avant. 50 milliards, ils sont à 1070 milliards. Voilà. 10 milliards. Pardon? Ils ont augmenté de 10 milliards sur 6 mois seulement. Ils étaient à 1050 milliards en début d'année, ils sont à 1070 milliards. Vous voulez dire qu'ils ils en achètent moins? Ils achètent pas. Oui, ils en achètent moins, c'est un fait. Ils en achètent moins parce qu'ils craignent aussi pour la pérennité du dollar. Mais les pressions précisément contre la Chine actuellement, notamment sur le nord de la Chine et les mouvements indépendantistes, sur les tensions à l'intérieur, sur tous les éléments d'instabilisation de la société chinoise qui sont mis en œuvre actuellement, notamment dans ses relations avec les pays qui l'entourent, toutes ces tensions ont pour but et pour objectif d'assouplir la Chine sur l'achat de la dette américaine, selon moi. Sur les signes avant-coureurs et qui permettent, en tant qu'individu, de se rendre compte que c'est en train d'avancer, je pense qu'il y a deux catégories intéressantes. Comment on peut se rendre compte au quotidien? Le premier, voilà, les annonciations, les signes. Alors, je ne pense pas qu'ils voient dans le ciel, au cœur, on ne sait jamais, il faut être ouvert d'esprit. Mais je crois qu'on va voir plutôt des pannes. Parce que vous allez voir de plus en plus de pannes dues aux problèmes de maintenance. Je lisais un rapport il y a quelques semaines pour montrer que ça se retrouve dans tous les éléments de... Parce que lorsque vous achetez du matériel, vous l'achetez. Ensuite, la maintenance, ça coûte et elle est indispensable à long terme pour le bon fonctionnement. Mais pendant un certain temps, vous pouvez imaginer de réduire les coûts de réparation, de la fréquence. Et donc, pendant un certain temps, ça continue quand même à tourner. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir des pannes. Donc ces pannes sont certaines. Par exemple, la marine américaine se retrouve avec des coupes de budget, parce qu'eux aussi, ils sont en train de tirer la langue au niveau pour leur financement, notamment donc, dans la maintenance des navires.